Et aujourd'hui, nous recevons Yves Benaïm, qui est un bitcoiner maximaliste. Alors, il va nous expliquer ce que c'est, mais il est surtout chercheur, écrivain et essayiste basé en Suisse. Yves, tu es basé en Suisse. Tu es spécialiste depuis 2011, donc quasiment presque au moment du lancement du Bitcoin 2009. Donc, tu t'es vraiment spécialisé dans l'étude du Bitcoin, notamment dans les aspects sociétaux et politiques du Bitcoin. Et c'est de ça dont on va parler, parce que tu aides les industries et les gouvernements à comprendre les impacts de Bitcoin dans la société, dans l'entreprise et surtout dans le nouveau système monétaire qui vient et les nouveaux systèmes de paiement qui s'installent. On va parler de tout ça. C'est vraiment un gros sujet et Yves est vraiment le spécialiste de ça. Bonjour Yves, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Je suis à la suite de gens assez illustres, donc ça me fait très plaisir. Ah ben oui, c'était la suite logique de t'avoir au micro. Donc pour commencer ce podcast, une question qui va poser la première brique. Alors, l'or a été historiquement utilisé comme monnaie, on le sait, et aujourd'hui la question c'est, le Bitcoin peut-il jouer un rôle similaire et éventuellement quelles sont les barrières à son utilisation en tant que monnaie courante ? Grosse question. Alors, pour commencer. C'est une grosse question, je pense qu'on peut faire tout le podcast dessus. la première chose à laquelle j'aimerais tordre le cou, c'est le fait de confiner Bitcoin à l'or 2.0. Parce que Bitcoin, c'est comme Internet, c'est quelque chose qu'on comprend, même que ça fait 14 ans que ça existe, quelque chose qu'on comprend pas encore très très bien, et surtout qu'on a beaucoup de mal à anticiper. À l'époque d'Internet, on a tous passé par là, puisqu'on est tous d'un certain âge. On appelait ça la grande librairie numérique, on appelait ça les autoroutes de l'information, etc. On voyait ça vraiment comme une encyclopédie. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça pouvait être un système de news, on s'est rendu compte que ça pouvait être un système de divertissement, d'éducation, enfin voilà. Donc aujourd'hui, on fait des podcasts, on stream de la vidéo, on est tous sur des réseaux sociaux, on fait de la VoIP à travers les continents, mais tout ça, c'était pas dans le narratif du début d'Internet. Internet, au début, on disait c'est un livre, c'est une grande bibliothèque, puis ça s'arrêtait là. Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit Bitcoin, on ne sait pas trop comment le gérer, et puis il y a des gens qui disent c'est une réserve de valeur. Donc on met de côté et puis on touche pas et puis au bout d'un moment ça prend de la valeur, donc c'est plutôt pas mal. Mais ces gens-là, ils oublient en fait tout ce qui se passe autour de Bitcoin. Ils oublient le fait que c'est un système de paiement qui fonctionne plutôt bien. C'est un système à couches, c'est-à-dire que on a la couche on-chain, mais on commence à avoir des couches comme le Lightning Network qui sont deuxième couche, troisième couche. Petit à petit, on va avoir des choses qui vont se mettre par-dessus. On commence à avoir tout ce qui est ordinals, etc., qui ont, à une époque, été, le monopole de Ethereum et des EVM. Mais ça, pour préciser, pardon, Yves, tu parles d'ordinals, il faut préciser à ceux qui nous écoutent, sont les NFT, les fameux NFT, les tokens non fongibles qui étaient majoritairement sur Ethereum et maintenant, on peut en faire sur Bitcoin. Et à l'époque, on disait c'est impossible de faire ça sur Bitcoin. Et puis il y a quelqu'un qui s'est dit mais en fait si on peut faire ça sur Ethereum, on peut faire ça sur Bitcoin. Et maintenant on se rend compte qu'il y a des gens qui quittent Ethereum avec leur NFT. Pourquoi ? Parce que en les mettant sur Bitcoin, ils sont carrément sur la blockchain au lieu d'être juste le certificat sur la blockchain et l'art ou la pièce, n'importe quoi, ça peut être un jeton X ou Y, ailleurs de la blockchain. Donc Bitcoin, c'est un mastodonte, mais on le voit avec l'angle qu'on a envie de voir. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, je termine, mais il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'or 2.0 parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer, ils n'arrivent pas à le cerner. Donc c'est rassurant de se dire Bitcoin, c'est l'étalon or. Mais c'est beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, justement, parce que là, tu rentres dans le vif du sujet, qui seraient les use case business. Et effectivement, au début de l'Internet, j'y étais, et l'Internet n'était pas vu comme un outil industriel qui allait permettre des applications business. En fait, clairement, c'était un outil, tu as raison, éducatif, on va dire, de connaissance, diffusion du savoir, c'était ça. Et Bitcoin, exactement, suit la même trace. Ça, c'est vraiment intéressant. Et tu parlais d'Ethereum qui... cette blockchain a été faite pour des use case business, concrètement pour rendre des services, on va dire industriels, ou d'échange de marchandises, etc., même numériques, alors que Bitcoin était vraiment un système de paiement pur et dur, on va dire, de pair à pair.
et qui devient progressivement utile aux entreprises. Tu parlais donc des NFT, ça veut dire progressivement on pourra proposer des actifs numériques uniques. Donc pourquoi pas des cartes de fidélité, hein. Tous ceux qui nous écoutent sur les NFT maintenant savent que les NFT c'est un vaste sujet. Donc Bitcoin pourrait proposer des paiements pour les entreprises, pour les particuliers. Et tu as raison, on est un peu perdu dans tout ça parce que ça avance très vite. Et on s'était arrêté à Bitcoin, réserve de valeur sur Internet. Donc on pense à l'or, on pense aussi à l'or par rapport à l'énergie qui est dépensée. Hein, on sait que pour extraire 1 gramme d'or, il faut creuser la terre. Oui, mais je crois que Yves n'est pas d'accord avec ça. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est pas le fait de dire ce n'est pas l'or 2.0, c'est de dire ce n'est pas que l'or 2.0. L'idée de dire c'est l'or 2.0, en général, ça vient de gens comme Vitalik Buterin, qui est justement, c'est lui qui a inventé le concept de Bitcoin maximaliste, pour dire, regardez, eux, ils ont leur truc, c'est bien, les Bitcoiners, ils ont de l'or, c'est un peu statique, c'est un peu... c'est un peu ennuyeux. Et puis nous, on peut faire des choses qui sont vraiment très très intéressantes avec notre blockchain, avec notre jeton, avec notre gaz, avec tout ce qu'on veut. Et en fait, l'idée de dire un Bitcoin maximaliste, c'est quelqu'un qui est un peu comme un homme des cavernes en haut de sa montagne avec une grosse barbe. Bon, la barbe gelée, je suis en haut de ma montagne, donc ça va, j'en ai 2 sur 3. Mais qui s'ennuie avec ses gros lingots et ses grosses pépites. En fait, c'est une manière réductrice de ne pas comprendre que tout ce qu'on peut faire avec d'autres jetons aujourd'hui, et il y en a 20 000, 30 000, on peut le faire avec Bitcoin. Et plus. Donc l'idée de l'or numérique, en fait, c'est un peu comme la première étape. C'est un peu comme si on voit un bébé qui commence un tout petit peu à marcher, puis on dit mais il ne pourra jamais courir. Bien sûr qu'il pourra courir, mais c'est baby step. On commence par marcher. Ouais. Et en fait, l'idée de Bitcoin aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie, par exemple, de mettre des NFT sur la blockchain de Bitcoin? Parce que la blockchain de Bitcoin, justement, grâce à sa valeur d'or numérique, va solidifier la valeur de ces NFT, va solidifier sa blockchain, va la rendre encore plus immuable, encore plus décentralisée. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir la finance qui se mêle à Bitcoin permet aussi à Bitcoin de devenir encore plus indépendant, encore plus inaltérable. Okay. Mais ce que tu dis, c'est que bon, la blockchain, elle reste identique, c'est juste... tu trouves que c'est réducteur de le comparer à l'or numérique parce qu'aujourd'hui, on est au début du potentiel comme on était au début d'Internet. C'est ce que tu veux dire, en fait. Voilà. Et c'est aussi le fait de dire, à partir du moment où on parle d'or, forcément, dans l'inconscient humain, on se dit, l'or, les pièces d'or, on est passé loin de ça. Maintenant, on a bien dépassé ça. Maintenant, on paye avec notre montre. On paye avec du NFT, mais comment on appelle ça, des paiements à distance, du sans contact. Oui. Donc l'idée de dire l'or c'est lourd, c'est compliqué, ça prend de la place, c'est lent à transporter, comme Bitcoin est lent aussi. Bien sûr, c'est difficile à protéger, etc. Cette réduction là, elle ne prend pas en compte le fait que la partie or 2.0, la partie la plus importante, c'est le 2.0, c'est pas l'or. Ouais. Et ça ne prend pas en compte non plus le fait que plus quelque chose va avoir de la valeur en tant que réserve de valeur, et plus ça va pouvoir lui permettre à terme de devenir un moyen d'échange et une unité de compte, qui sont justement les 3 éléments de la monnaie, Aristote, blablabla. Ouais. L'idée, c'est que forcément, dans un premier temps, il faut quand même qu'on ait envie de thésauriser quelque chose pour que quand on va l'utiliser comme paiement, on a envie de le recevoir. Ouais, alors attends. Donc on en revient aux cigarettes dans les prisons. L'idée d'avoir quelqu'un qui nous paye, finalement, la monnaie, c'est ce que moi j'ai envie de recevoir. Ouais. Si j'ai envie de recevoir des cigarettes, forcément, ces cigarettes deviennent de la monnaie pour moi. Non, là, pardon, parce que là, tu pars vraiment très loin. Ouais, tu vas vraiment très loin, les gens. Mais j'ai dit, il n'y aura qu'une seule question dans le podcast. Oui, parce qu'en plus, il y a plein de références. Les cigarettes, c'est quand on est en prison. Qu'est-ce qui a de la valeur et qui est rare? C'est les cigarettes et ça devient une monnaie d'échange, etc. Mais revenons sur Bitcoin, pour que les gens comprennent, si on veut simplifier l'histoire des crypto-monnaies depuis 15 ans, il y a la première, la Bitcoin, qui est la locomotive, et toutes les autres, Ethereum, par exemple, est venu juste après, par un certain Buterin, qui dit on va faire maintenant une blockchain super rapide, beaucoup plus efficace, puissante, qui va permettre de faire plein de choses. Et puis après, 20 000 autres crypto-monnaies qui sont venues après, et qui ont voulu plus ou moins aussi faire comme Ethereum. Bitcoin est resté stable, solide, mais n'a jamais eu l'ambition
de proposer des services aux entreprises autres que de s'envoyer de l'argent, de la valeur. Et d'ailleurs, toi, en tant que Bitcoin maximaliste, on a vu avec l'arrivée des NFT, des Layer 2, donc des couches supplémentaires à Bitcoin, on a vu pas mal de gens aussi comme toi qui disaient non, mais il ne faut pas faire ça sur Bitcoin, parce que Bitcoin n'est pas fait pour ce genre de service, blockchain. Bitcoin est fait simplement pour s'envoyer de l'argent, de la valeur, d'une personne à une autre, point final. Donc toi, finalement, tu n'es pas aligné avec la plupart des maximalistes de Bitcoin qui ne veulent pas voir arriver tous ces services. Il y a plusieurs définitions à maximaliste. La définition originale qui était un peu une insulte, un peu condescendante de Vitalik Buterin, c'était de dire un maximaliste Bitcoin, c'est quelqu'un qui considère qu'il n'y a pas besoin d'autres monnaies numériques ou actifs numériques alternatifs, type Ethereum, Solana, EOS, tout ce qu'on veut. Donc l'idée du maximalisme, c'est de dire tout peut rentrer dans Bitcoin. Tout ce qu'on arrivera à faire dans autre chose peut rentrer dans Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire, et ça c'est quelque chose qui est devenu par la suite, de dire Bitcoin ne sert qu'à un machin et que il faut le protéger à tout prix de toute autre évolution. Maintenant, l'idée de Bitcoin par rapport à Ethereum, pour prendre ces deux exemples qui sont assez, parce que c'est les deux premiers en market cap, etc., c'est que Bitcoin a dit, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un moteur de Land Rover. On veut avoir un moteur de camion. On veut avoir une locomotive de train. On veut être lent et robuste. Lent, robuste. Et après, par-dessus ça, on peut construire tout ce qu'on veut. Mais si aujourd'hui, je construis une couche secondaire et que cette couche secondaire se fait hacker ou se casse la figure, ou que je m'étais trompé et puis finalement, en fait, elle sert à rien, ça n'impacte pas la couche principale. C'est-à-dire que moi, dans ma Land Rover, si je change les sièges, le moteur, il va quand même faire 1 million de kilomètres. Il n'y a pas de problème. Et je peux quand même aller dans le désert, je peux quand même monter une montagne, je peux tout faire. Ouais. L'idée d'Ethereum, c'était de dire, on va faire que la blockchain elle-même est capable de tout faire, comme un ordinateur. Mais on en arrive à un stade où Ethereum devient, et ça c'est un exemple que j'aime bien donner, comme les iPhones, quand il y a un problème, on se plaint qu'on ne peut pas changer la batterie. On se plaint que pour changer l'écran, c'est très compliqué. Donc c'est beaucoup moins modulaire, c'est beaucoup moins solide, et finalement on est dans une économie où quand le smartphone il est mort ou qu'il devient obsolète, on le jette et on le change. Mais avec Ethereum, on ne peut pas jeter toute la blockchain, jeter tout l'écosystème et le changer. Donc ils ont un problème d'évolution. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu une évolution dans Ethereum, en l'occurrence là récemment, le proof of stake, etc., c'est très délicat, c'est très compliqué. Alors que l'idée de Bitcoin, c'est de dire on est toujours lent, on est toujours stable, on est toujours l'inverse de ce qui se passe à la Silicon Valley, on avance tout doucement, c'est un peu ennuyeux comme ça, mais par-dessus, on peut mettre des couches qui vont être extrêmement solides parce qu'on a fait une chape en béton qui est tellement résiliente, solide, stable, qu'on peut construire tout ce qu'on veut dessus. Et après, on peut même détruire des choses, mais ça n'affecte pas la couche principale. C'est ça l'idée. Ok. Moi, donc, en fait, toi, tu accompagnes donc les États les États et les industries dans leur réflexion sur comment le Bitcoin peut transformer la société ou les industries. Donc, moi, j'ai une question qui est est-ce que tu penses que le Bitcoin peut-il vraiment influencer la démocratie en donnant aux individus un peu plus de contrôle sur leurs finances? La réponse courte, c'est oui. La réponse un peu plus longue, elle est que notre système, et même des gens qui attaquent Bitcoin l'admettent, notre système, il ne fonctionne pas. Notre système, à l'heure actuelle, depuis 1971-71, fonctionne plus. Alors, il n'a jamais fonctionné. Mais en fait, il avait une bonne inertie au début. Donc, forcément, au sortir de la guerre, il y a tout le monde qui se reconstruit, il y a l'Allemagne qui se reconstruit, il y a le Japon qui se reconstruit, les États-Unis, c'est la belle vie, ils ont des grosses voitures, il y a de l'essence partout. On a une bonne inertie pour pouvoir continuer. Mais on voit que petit à petit, à partir des années 70, quand vraiment on s'est complètement déconnecté la politique monétaire de quelque chose de physique, de concret sur lequel on peut se poser. Et puis ça, même avant, les gens le critiquaient. De Gaulle le critiquait en l'occurrence. Quand la France avait son or aux États-Unis, De Gaulle, il n'était pas content. Et on voit que le fait d'avoir tout qui est basé sur une monnaie
qui est en l'occurrence le dollar, et que cette monnaie, elle est créée ex nihilo autant qu'on veut, et que la seule manière de répondre à ça, c'est de créer l'euro, qui est aussi créé ex nihilo autant qu'on veut, ben on le voit là les 2 dernières années avec le Covid, on a créé une masse monétaire gigantesque, et la dette s'accumule, les intérêts de la dette grandissent. Là, aux États-Unis, en ce moment, alors on se dit les États-Unis, ça ne nous touche pas, mais bien sûr que ça nous touche, puisque toute l'économie mondiale est basée sur le dollar et l'extraterritorialité du dollar. Yves, est-ce qu'on peut juste rappeler que tu fais référence au président Nixon qui a décidé en 1971 de désindexer le dollar de l'or. Il faut savoir qu'avant, pour imprimer $1, il fallait qu'il y ait de l'or dans des coffres qui garantissaient ce dollar. Oui, c'est la théorie. C'est la théorie en tout cas. Officiellement, ils ont fait. Après, ils ont dit maintenant, il n'y a plus besoin de stock d'or. On imprime le dollar, ce n'est que du papier. Et ça ne dépendra que de la puissance de l'économie américaine. Point barre, quoi, c'est ça. Dans un premier temps, il faut revenir un peu en arrière. Pourquoi est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne parce qu'au sortir de la guerre, quand tous les États-nations occidentaux et partout sur la planète avaient encore des réserves d'or qui étaient justement le contrepoids de leur monnaie, avec la conférence de Bretton Woods, l'idée c'était de dire on va mettre tout l'or aux États-Unis et on va tout indexer sur le dollar. Mais à cette époque-là, le dollar était lui-même indexé sur l'or, donc ça posait moins de problèmes. Et puis entre Bretton Woods et Nixon, la corrélation or-dollar, elle s'est un peu grignotée, jusqu'au moment où, et en l'occurrence c'est pour ça que Nixon a fait cette décision, qui était une décision temporaire, hein, ça date de 71, mais officiellement elle est temporaire, un jour on peut revenir en arrière, officiellement. Mais l'idée c'était parce qu'en fait c'était déjà plus jouable, c'était déjà une situation qui était plus viable, étant donné qu'il n'y avait plus assez d'or de toute façon. Donc là, à un moment, il a dit, bon, ben, on arrête, c'est un secret de polichinelle, et on déconnecte complètement. Et à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on veut, et on va avoir des théories monétaires et des politiques monétaires complètement différentes, basées sur la croissance, basées sur l'inflation, etc., qui étaient déjà amorcées avec Bretton Woods en 44, mais qui ont évolué, et en 71, c'est parti complètement en vrille. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que ça nous touche, c'est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la dette, c'est en milliards de dollars, mais on n'en parle même pas. Mais aujourd'hui, les intérêts de la dette, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui achète une maison, hein, on rembourse le capital et on rembourse les intérêts. Les intérêts de la dette aux États-Unis sont plus élevés que le budget de l'armée. Donc c'est phénoménal. Oui, donc et ces intérêts vont continuer à augmenter, étant donné que la dette elle-même continue à augmenter. Nos impôts ne servent qu'à rembourser les intérêts de la dette, même pas le principal. Donc d'ailleurs, il y a un candidat qui s'appelle Kennedy, d'ailleurs, qui est le candidat à la prochaine élection présidentielle américaine, qui a déclaré qu'il reviendrait au système d'avant. Il adosserait le dollar à de l'or et du bitcoin. Et là, on l'a bouclé, il revient à considérer le bitcoin comme de l'or numérique, en disant le dollar sera bâti, adossé à de l'or physique et de l'or numérique qu'on appelle le bitcoin. C'est intéressant. Mais lui, c'est aussi un maximaliste, hein, je crois. Il est très pro-crypto, d'ailleurs. Quand j'étais petit, j'ai lu le Schtroumpfissime. Et ça m'a beaucoup appris sur la politique. Kennedy a aucune chance d'être élu. Il parle beaucoup dans le vide, même s'il aime bien faire un peu des coups d'éclat comme ça. Il a aussi dit que ça se ferait de manière progressive, que ça serait vraisemblablement pour démarrer peut-être 1% de la monnaie. Il sait très bien que de toute façon, quand il va arriver là, on va lui dire, écoutez, monsieur, c'est pas possible. Parce que s'il fait ça, à partir du moment où il fait ça, c'est la porte ouverte aux autres pays, comme la Chine par exemple, qui continuent à dévaluer leur monnaie, qui continuent à exporter comme des fous, de dire, nous, on rentre pas dans votre jeu. Donc vous, c'est un peu comme si on joue au Monopoly, et puis on est 3, 4, 12, et puis il y en a un qui dit, à partir de maintenant, moi je respecte les règles. Puis les autres, ils disent, oui, mais nous on triche. Il va juste perdre. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tout le monde triche sauf une personne, on sait qui perd, il n'y a pas de miracle. Donc aux États-Unis aujourd'hui, tout le système ne dépend que de la dette, et dans le monde aujourd'hui, tout le système ne dépend que de la dette américaine. Donc à un moment, pour répondre à ta question, Claudia, est-ce que ça peut avoir un impact positif pour les particuliers? Énormément, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un particulier normal, monsieur, madame, tout le monde, s'ils ont des euros
où, alors les francs suisses un peu moins, ça va, on s'en sort pas trop mal, mais des euros, des dollars, n'importe quoi. On parle même pas de la livre turque ou du bolivar vénézuélien, hein, mais là, l'inflation, c'est n'importe quoi. Ces gens-là, aujourd'hui, quand ils ont de la monnaie, s'ils gardent cette monnaie sous forme de monnaie, tous les ans, ils perdent un peu. Et un peu, c'est selon les critères, selon les chiffres officiels, etc. Ça fait qu'en 10 ans, ils ont perdu un tiers, la moitié de leur monnaie. Donc, que font les gens? Les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'endetter et ils vont aller voir la banque et ils vont dire, je mets mon argent un petit peu, celui que j'ai mis de côté. Vous allez me prêter de l'argent que vous allez fabriquer de nulle part, puisque là, on n'a pas encore parlé des banques commerciales, mais techniquement, c'est les banques commerciales qui créent l'argent, donc ça, c'est encore une autre histoire. Et ils vont dire à ces banques, prêtez-moi de l'argent pour que je puisse investir dans quelque chose qui va augmenter en valeur par rapport à l'inflation, ou en tout cas qui va me protéger de l'inflation. C'est pour ça que les gens achètent de l'immobilier. Attends, j'ai pas tout compris. Donc toi, tu dis qu'en fait, ils vont garder leur argent et aller faire des crédits. Mais quel est l'intérêt puisqu'ils gardent leur argent? Alors, non. Ah. Ils vont utiliser l'argent qu'ils ont mis de côté, mais au lieu de le garder sous forme d'euros, par exemple, j'ai économisé 100 euros. Ils vont acheter un appartement. Ils vont acheter un appartement avec. Donc les 100 euros vont être mis dans le système et ils vont pouvoir comme ça récupérer de l'argent qui n'existe pas, qui est entièrement virtuel, qui a été créé par la banque sous forme de crédit et qui va leur permettre d'avoir quelque chose qui vaut aujourd'hui, on va dire que j'avais 100, j'ai 1000. Donc j'ai une valeur de mon appartement qui vaut 1000 et ces 1000 là, si un jour je le vends, j'espère qu'il vaudra 1000 plus l'inflation depuis quand je l'ai acheté. Donc peut-être 1005. Ok, donc toi tu rejoins Alexandre Sachenko qui dit l'inflation ça pousse les gens à consommer puisque s'ils gardent leur argent il est dévalué. Mais l'inflation ne sert qu'à ça. C'est aussi simple que ça. L'inflation, c'est quand on regarde une chaîne de télé de business qui nous dit cette année, c'est pas terrible pour Renault, Peugeot, Citroën parce qu'ils ont vendu moins de voitures neuves. C'est pas comme ça qu'on devrait juger l'économie, c'est pas comme ça qu'on devrait juger la société. Mais aujourd'hui, on compte en voitures neuves. Ouais. Si on vend plus de voitures neuves, ça veut dire que le pays avance. Oui, c'est la croissance. La croissance se mesure par. Il faut la croissance. Et pourquoi il faut la croissance? Parce que la croissance sert à rembourser l'inflation. Et à quoi sert l'inflation? L'inflation sert à booster la croissance. C'est un serpent qui se mord la queue comme ça. Alors, et pour l'individu normal, son salaire, il n'augmente pas de 2, 3, 5, 10% tous les ans. Donc on va vers un appauvrissement évident. Exactement. Donc les gens qui sont très riches, les milliardaires, hein, les milliardaires, ils savent. Eux, ils s'organisent. Il n'y a pas de problème. Les gens qui sont très pauvres, ils sont de toute façon très pauvres, et puis ils deviennent de plus en plus pauvres, et puis finalement, ils sont dans la rue. Et puis la classe moyenne au milieu, en fait, elle tire la langue, et à un moment, on leur dit, achète ton appartement, profite du système. Le système va créer de la monnaie, te prêter cette monnaie, et toi, tu vas pouvoir le placer comme quelqu'un d'un peu plus riche que ce que tu serais, dans quelque chose qui a de la valeur et qui va avoir cette valeur qui va augmenter. Oui, si ce n'est qu'aujourd'hui, ça devient quand même très compliqué pour la plupart des gens de devenir propriétaire. L'accès au crédit est compliqué. Donc, en fait, on leur dit pas deviens propriétaire, on leur dit tout simplement insidieusement. Alors, on leur disait. C'est ça, on leur disait. On leur disait. Mais aujourd'hui, comme l'argent est dévalué, on leur dit, ok, tu n'as plus accès à la propriété, mais c'est pas grave. Achète des trucs, quoi. Achète des iPhones. Alors, de toute façon, de base, il faut acheter des trucs en plastique, ça c'est clair. Hein. Faut avoir le plus de plastique possible dans sa maison. Ça, c'est la norme. Il faut avoir le plus de trucs qui se démodent, parce qu'à partir du moment où vous achetez n'importe quoi qui est un petit peu solide, qui va durer sur le temps et qui n'est pas jetable, on vous traite d'avare finalement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, alors c'est en anglais parce qu'on n'a pas vraiment la traduction en français, mais donc les gens qui ont du Bitcoin et qui disent moi quand ça monte, ça descend, je m'en fous, je le garde parce que je sais que ça monte et ça descend, mais sur le long terme, ça prend de la valeur. Dans la parlance de Twitter et des réseaux sociaux, on appelle ça les hodlers, parce qu'à la base, hold, c'est tenir, c'est avoir, posséder. Et puis, il y avait eu quelqu'un, une fois, qui avait fait une faute de frappe, qui avait marqué hodl au lieu de hold. Et puis, c'est resté, voilà, les hodlers, c'est ceux qui gardent coûte que coûte, parce qu'ils savent que s'ils vendent, en fait, ceux qui vont récupérer, en l'occurrence des euros, des dollars, ça va perdre de la valeur par rapport à s'ils gardent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre hodl, hold, et hoard.
Et hoard, c'est le fait d'accumuler, comme les gens qui accumulent plein de choses, des journaux, etc. Puis au bout d'un moment, ça fait des couches dans leur maison, puis on n'arrive plus à marcher. C'est une maladie, ça, hein, c'est une maladie, c'est ceux qui accumulent. Exactement, ouais. exactement. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on considère que l'épargne, c'est de l'avarice. Ah oui. Et ça, c'est un narratif très très fort contre Bitcoin. C'est le fait de dire, si tu ne dépenses pas, tu es avare. Mais donc en fait, ou tu es riche et tu as le droit de capitaliser, ou tu es classe moyenne et tu dois forcément dépenser. Bien sûr, parce que sinon tu es avare. Tu veux pas déjà, tu veux pas participer à la société. Ouais. C'est à cause de toi qu'il y a l'inflation. C'est à cause de toi qu'il y a la crise. C'est à cause de toi que les choses, elles augmentent parce que toi, tu veux garder ton argent, parce que finalement, tu es un peu un gripsou, tu es un peu long pixou comme ça, très proche de ton argent. Donc, il faut que tu dépenses. Et ça rejoint, pardon, je te coupe, l'éducation financière qui est que, effectivement, les classes aisées prennent l'habitude d'investir. Donc, d'aller en bourse ou d'acheter maintenant de la crypto, etc. Et elles sont éduquées pour ça. Et elles sont éduquées pour ça, exactement. Et on n'explique pas ça à la classe ni moyenne ni basse, évidemment, enfin, moins favorisée, on va dire. On leur dit, l'investissement, c'est risqué. N'allez surtout pas en bourse, c'est pas pour vous. Et ça, c'est encore un autre narratif. Il y a investissement, il y a spéculation. À une époque, on considérait que d'avoir un livret A, c'était de l'investissement. Ah oui. Aujourd'hui, moi j'ai un compte d'épargne, d'accord. Donc c'est anecdotique, mais ça touche plein de gens. J'ai un compte d'épargne dans une grande banque suisse, là où j'habite. Il y en a plus beaucoup des grandes banques suisses, donc il y en a qu'une. Pourquoi? Parce que quand on a ouvert notre compte, par défaut, ça venait avec un package. Il y avait un compte courant, il y avait une carte de débit, il y avait une carte de crédit, il y avait un compte d'épargne. Le compte d'épargne aujourd'hui a tous les problèmes du compte d'épargne de notre jeunesse, c'est-à-dire on a des frais plus élevés si on l'enlève, on doit prévenir à l'avance, etc., etc. Et aucun avantage. Quand je dis aucun avantage, c'est-à-dire qu'il a un taux d'intérêt en ma faveur de 0. Je mets de l'argent sur un compte, c'est exactement comme un compte courant. Mais c'est annoncé comme 0 ? C'est annoncé comme 0 ou c'est résultat 0 ? Ah oui, non, c'est complètement officiel. Donc le discours commercial, c'est 0. À une époque, on avait le taux d'intérêt négatif. Donc ça, c'était encore une autre histoire. C'est-à-dire qu'on doit payer la banque pour avoir le droit d'avoir son argent à la banque. Donc aujourd'hui, moi, je veux mettre de l'argent de côté, comme j'ai appris quand j'étais petit. On m'a dit, voilà, tu as un salaire, 10% de ton salaire, tu le mets de côté, tu le mets sur un compte épargne à 5%. Aujourd'hui, déjà, les 5% n'existent plus. Si on a 1,5 ou 0,5, c'est déjà la fin du monde. Mais aujourd'hui, 0,5, quand vous avez une inflation qui est officiellement, le but de l'inflation, c'est 2%. D'accord? Ça, c'est le but. Ça, c'est Madame Lagarde, Monsieur Powell, etc. Ils disent, nous, on vise le 2%. Ils n'arrivent jamais à 2%, mais ils disent, on vise le 2%. Donc, c'est ça leur job. 2%, vous avez moins de 2% sur votre compte d'épargne, tous les ans, vous perdez de l'argent. La seule manière de sortir de là, c'est d'investir dans quelque chose. On peut investir dans un Picasso, on peut investir dans un appartement, on peut investir, et je vais répondre quand même finalement à la question, parce qu'elle a été posée il y a longtemps, on peut investir dans un sac Hermès, on peut investir dans un bout de terrain, on peut investir dans n'importe quoi. Le problème, c'est qu'une personne normale, elle ne peut pas acheter un Picasso à 1 million. Une personne normale, elle a 10 francs à mettre de côté. Ou 10 euros. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu peux mettre 10 francs mettre de côté dans le Bitcoin. Mais en plus, tu dis 2%, exactement. Mais 2%, c'est le coût des frais bancaires. Oui, bien sûr. Ok. Ah non, mais de toute façon, de base, l'inflation, c'est un système où, en fait, on court derrière, mais on court derrière une voiture. Donc, de toute façon, l'inflation, on a perdu. Et ça, c'est que si ça marche, s'ils arrivent à avoir un 2% stable qui fonctionne, etc. Donc le système, et en l'occurrence, le système est encore plus complexe que ça. Là, on se penche sur un petit machin pour pouvoir justement expliquer l'individu et l'impact que Bitcoin peut avoir sur cet individu. Donc on ne parle pas de spéculation, on ne parle même pas d'investissement, on parle d'épargne. L'idée, c'est de dire j'épargne, parce que comme mes arrière-grands-parents, à un moment, ils avaient une ferme et ils n'achetaient pas une nouvelle armoire, un nouveau tracteur et un nouveau manteau tous les ans ou toutes les saisons parce que ça les arrange, ils n'allaient pas chez H&M, ils se passaient de génération en génération le patrimoine. Ça, c'est normal, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et quand on va commencer à économiser, même des grosses boîtes, Procter & Gamble, Monsieur Procter, Monsieur Gamble, multinationales, milliards de milliards de milliards, Nestlé, c'était pas Monsieur Nestlé, mais on va dire Nestlé. Toutes ces entreprises-là, la première génération, elle n'était pas aussi grosse que quand ensuite la deuxième génération a pu construire sur ce que la première avait fait.
Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir faire de l'épargne, il faut pouvoir capitaliser, il faut pouvoir réinvestir. Après, effectivement, on va voir une banque, on lui dit, bah voilà, j'ai besoin de construire une deuxième usine, prêtez-moi. La banque, elle prête, tout le monde est content. Aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir, à la Facebook, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est jeune, qui crée quelque chose, la valeur doit monter le plus vite possible. Et à partir de ce moment-là, en fait, comment est-ce qu'on peut faire cette chose-là? On va aller voir quelqu'un qui va nous prêter de l'argent, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut démarrer. Yves, pardon, je te coupe. Pour résumer, en fait, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que les classes supérieures, enfin les classes aisées, on va dire, ont l'habitude d'investir, et nous, citoyens, on n'a pas l'habitude, on n'est pas éduqués pour ça, alors que le Bitcoin pourrait effectivement, s'il devenait monnaie d'échange, pourrait nous inciter à en garder de côté du Bitcoin en disant c'est pratique parce que je peux acheter des choses, mais en même temps c'est pratique parce que je peux le garder et il prendra de la valeur dans quelques années. Et ça me fait penser au Salvador qui a adopté le Bitcoin, évidemment comme tout le monde sait maintenant. J'avais lu des articles, notamment une serveuse dans un café, hein, là-bas on peut payer son café en Bitcoin. Elle dit, moi je reçois mon pourboire, parce que là-bas le rituel c'est de donner un pourboire, elle garde son pourboire en Bitcoin et elle dit, ces petits Bitcoins de pourboire, je les garde pour amener mon enfant à l'université plus tard. Et c'est assez dingue parce que effectivement, d'abord, elle a un compte en banque dans son téléphone, forcément, puisque dès qu'on a du Bitcoin, on a un compte en banque automatiquement qui marche dans le monde entier. Et on prend le réflexe de se dire, je vais garder ça de côté. Alors qu'effectivement, du dollar ou de l'euro, on se dit, je ne vais pas garder ça sous le matelas de côté, parce que dans 5 ans, 10 ans, ça ne vaudra rien, et je ne vais pas pouvoir transmettre ça à mes enfants. Donc tu dis, la révolution Bitcoin, c'est ça en fait. Le problème de dire dans 10 ans, 20 ans, ça vaudra rien, il y a très peu de gens qui le disent. La plupart des gens ne se rendent même pas compte. On commence maintenant à s'en rendre compte quand il y a tout le monde qui commence à parler d'inflation et que tout le monde parle de crypto-monnaie. Mais la base, monsieur, madame lambda, si on leur dit vous avez gagné 10 000 francs parce que vous avez gratté un billet de loterie et qu'est-ce que vous en faites? Ils disent je le mets à la banque. Ils n'ont pas encore compris que l'inflation, c'est quelque chose qui se fait par le bas. On s'en rend pas compte. Parce que la valeur, s'ils ont 100, ils vont garder 100. Ce qui va changer, c'est le pouvoir d'achat de ces 100. Bah, quand même, les gens aujourd'hui se rendent compte un peu. Ils savent pas que ça s'appelle inflation, mais ils se rendent compte quand même que quand ils vont à la caisse de l'Intermarché, il y a un truc à changer quand même. Ils savent que les prix ont augmenté. Ils savent pas que les 100 francs qu'ils avaient ne valent plus 100 francs. Oui, bah bon, ça revient un petit peu au même. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'inflation. Donc les gens ont pris l'habitude de très peu d'inflation, 2% par an depuis 20 ans. C'est quand même très faible aujourd'hui. C'est plutôt entre 6 et 10 dans la zone euro. Et donc on revient aux années 80 où moi, mes parents me parlaient de l'inflation à 15% par an. Hein. Donc effectivement, ça change tous les réflexes. Ce qui n'est pas un problème si on arrive à avoir effectivement une croissance qui fonctionne comme ça. Mais la croissance ne fonctionnant plus comme ça, tout le système est déséquilibré. Aujourd'hui, c'est comme quand on se mesure contre le mur, vous savez, avec un crayon, et sauf que le mur, en fait, il est élastique. Et puis il rétrécit. Oui. Donc, à un moment, on se dit, mais moi, j'ai pas changé, le crayon, c'est le même, ma technique est toujours la même, mais en fait, le truc, il bouge. Donc, à partir du moment où le truc, il bouge, moi, je dois essayer de faire en sorte de sortir un peu mes billes du jeu pour pouvoir protéger mon pouvoir d'achat, puisque c'est ça l'épargne. Ok, la monnaie. La base de la monnaie, c'est quoi la monnaie? On sursimplifie avec le troc, etc. Mais l'idée de la monnaie, c'est quoi? C'est aujourd'hui, moi, je peux travailler dans mon jardin, je peux faire pousser des fraises. Avec mon travail, je passe des heures, peut-être que j'ai investi dans un arrosoir. Tout ça, ça me permet de créer des fraises. Mes fraises, c'est la traduction de la valeur que j'ai investie. C'est-à-dire que si j'ai travaillé 1 heure et que j'ai mis 10 francs, et qu'aujourd'hui j'ai des fraises, elles valent 1 heure de mon temps et 10 francs. Maintenant, le problème des fraises, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut m'acheter des fraises quand c'est la saison, bah c'est super. Mais s'il y a quelqu'un qui veut m'acheter des fraises quand c'est pas la saison, moi j'ai besoin de pouvoir transporter mon temps et mon travail dans le futur et dans l'espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ces fraises en quelque chose qui va durer et que je peux transporter. C'est ça la monnaie. Donc, la monnaie des hommes des cavernes jusqu'à aujourd'hui. Hein. L'idée de la monnaie, c'est de dire, moi je vais, on parlait des fraises, mais je vais dans un bureau toute la journée, je rentre des chiffres dans un tableau Excel, à la fin on me donne
de l'argent, que ça soit des billets ou que ça soit un chiffre sur mon compte en banque, de toute façon, à la fin, j'ai reçu un pouvoir d'achat en contrepartie du travail que j'ai fourni. Mais maintenant, cette contrepartie, le but, moi, les billets de banque, pour être très clair, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je vais faire avec des billets de banque? Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'achat de ces billets de banque. C'est ça la monnaie. Et si ce pouvoir d'achat, il expire, et qu'on me dit, vous devez l'utiliser, mais dans un an, vous pouvez plus l'utiliser comme un bon cadeau dans un supermarché, bah, moi je dis, bah, pourquoi je me casse la tête à aller dans un bureau, à bosser comme un fou, et après on me dit, cette monnaie-là, au fur et à mesure, elle va fondre. Oui, il n'y a pas de valeur intrinsèque, donc c'est le principe d'un billet, c'est juste un transfert, c'est un moyen de transférer. On m'a volé mon travail. Oui, oui. Parce que moi, j'ai travaillé pour 100 pour pouvoir acheter 100. Okay. Mais j'ai travaillé pour 100 il y a un an et aujourd'hui, je ne peux plus acheter que 80. Qui m'a volé mon travail? Il faut que ça circule tout le temps, en fait, c'est le principe. Exactement. Mais est-ce qu'on peut mais ça ne devrait pas être comme ça. Est-ce qu'on peut revenir donc pour le commun des mortels, donc dans nos pays développés, comment s'approprier le Bitcoin? Parce que pour la plupart des gens, ils sont en conscience, ils savent que le système dysfonctionne, qu'il est défaillant, que le coût de la vie a augmenté, que les choses tournent plus trop rond. On s'inquiète sur le patrimoine à transmettre à nos enfants. Les gens sont très inquiets. Mais comment on passe de là à une adoption du Bitcoin? Parce que tout d'un coup, on a compris que c'était une alternative qui n'était pas que financière. Elle est bien plus que ça. Et d'ailleurs, oui. On a accès à des moyens d'éducation infinis aujourd'hui. Quand d'un seul coup, tout le monde était en confinement, la moitié de la planète s'est mise à faire du pain au levain et à faire pousser. Mais tout le monde, mais c'est normal. Et c'est là où on se dit, ah mais en fait c'est super simple. Et d'ailleurs, il n'y avait plus de farine. Hein. Alors après, effectivement, faire sa propre farine, ça commence à devenir plus compliqué. Mais on fait une petite aparté, c'est là où on peut aussi commencer à comprendre ce que c'est qu'une communauté et ne pas tout acheter dans une grande surface qui fait que du volume, et on peut avoir quelqu'un qu'on connaît parce qu'il habite à côté de chez ma grand-mère et que lui, en l'occurrence, c'est un paysan et qu'il fait sa farine, etc., etc. Donc, le fait de revenir à du communautaire, c'est une chose. Le fait de revenir à du communautaire simplement de connaître ses voisins de palier, c'est une chose. Mais aussi, à un moment, on se dit, mais comment on fait du pain? Plus personne sait faire du pain. Et puis d'un seul coup, en un été, ou je sais pas combien de temps, quand c'était en été ou en hiver, mais d'un seul coup, il y a eu le confinement, et puis il y a tout le monde qui savait faire du pain, il y avait tout le monde qui savait faire du levain. Le levain, c'est vraiment, il y a pas plus simple. Il faut juste faire pourrir un truc. Hein. Après, il faut juste le nourrir pour qu'il continue à pourrir, mais c'est tout. Donc, je simplifie, c'est pas vraiment de la pourriture, je sais. Mais à partir du moment où tout le monde est capable de faire du pain, et à partir du moment où il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube qui nous expliquent comment faire du pain, on sait aussi qu'il y en aura qui ne seront pas très bonnes. On sait aussi qu'il faut être critique. On sait aussi que des fois, on essaye avec un petit peu. Je ne vais pas vendre ma maison pour acheter $1 million de farine. Je ne suis pas bête. Donc, je vais faire un petit peu, petit à petit. Je vais m'entraîner, je vais apprendre, je vais faire des erreurs. Mais c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui a compris qu'il fallait épargner, c'est le plus gros du travail. C'est là qu'on voit que les crypto-monnaies nous emmènent dans l'économie, la consommation, l'inflation et même la recette du pain. Donc vous voyez que tout. À partir du moment où on comprend que la monnaie, c'est une transformation de son travail et de son temps, parce que c'est vraiment que ça, et qu'à partir de là, on se dit, mais moi, si j'ai travaillé et j'ai passé du temps, j'ai envie de pouvoir le mettre de côté, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux avec. C'est mon choix. J'ai pas envie qu'on me fasse une espèce de taxe de grignotage où au fur et à mesure, ça vaut de moins en moins, et ensuite on me dit, mais vous n'avez pas le droit de le dépenser comme ci, après on me dit, vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme ça, après on essaie de me faire culpabiliser en me disant, tu mets de l'argent de côté, ça veut dire que t'es l'oncle Picsou. À partir du moment où on fait tout ça, on peut imaginer que le fait de faire du pain, c'est aussi une manière de se rapprocher d'un mode de fonctionnement, un mode de consommation qui correspond mieux à ce dont on a envie.
Alors justement, pour rebondir sur ce sujet alors vraiment passionnant qui est que mon travail est transformé on me donne des billets contre mon travail et ces billets progressivement valent plus rien, donc je suis obligé de les redépenser, etc. Parlons là-dessus, sur et quand tu disais là, je suis obligé de le dépenser assez vite finalement parce que ça perd de la valeur. Parlons des monnaies numériques de banque centrale parce que là c'est le deuxième gros sujet là, de notre épisode avec toi. On sait que tu as beaucoup d'idées là-dessus et j'aimerais t'entendre aussi parce que là, ça y est, c'est parti. Il y a plusieurs pays, la Chine c'est déjà au point, mais même des pays donc très démocratiques qui foncent vers la monnaie numérique, c'est-à-dire, pour simplifier, on dit souvent un crypto-euro par exemple, mais on ne sait pas vraiment si ce sera sur une blockchain. En tout cas, ce qu'on sait, c'est Expliquons ce que c'est, parce que la plupart des gens ne savent même pas. Bah, d'ailleurs, est-ce que eux savent? Est-ce que toi, tu peux nous dire le crypto-euro, là, le e-cash qui est annoncé par Madame Lagarde, la BCE, la Banque Centrale Européenne? On sait que ça va être limité à 3 000 €. On sait qu'il va falloir un wallet, hein, comme pour une crypto. Mais est-ce qu'on sait si c'est sur une blockchain? Est-ce qu'on sait si c'est de l'argent programmable qui pourrait être désactivé par la BCE si on a été vilain et méchant dans la société? Ou s'il y a trop d'inflation et qu'il faut vite dépenser l'argent sinon il va être désactivé? Enfin, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, par rapport aux phrases qui commencent par « on sait que », je vous réfère au Schtroumpfissime de nouveau. On dit des choses et après on dit tout et son contraire et tout le monde s'en fout. Le vrai problème pour moi, c'est quand Madame Lagarde, ou je ne sais plus si c'était elle spécifiquement, mais disons la Banque Centrale Européenne dit la Chine a de l'avance, on doit rattraper on doit rattraper ce retard. Ça, moi, ça me fait hérisser les poils du dos parce que la Chine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une monnaie qui est entièrement centralisée comme sa monnaie d'origine. Hein. Bon, on va pas la blâmer pour avoir une monnaie nationale, mais à un moment, elle dit on va faire maintenant que cette monnaie elle est gérée par le gouvernement. C'est-à-dire qu'avant, elle est émise par le gouvernement, maintenant, elle est gérée par le gouvernement. Ça, c'est très problématique. Parce que, effectivement, alors, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis dans le Parti communiste chinois, mais on sait que c'est pas le temple de la démocratie, on sait que il y a des abus au niveau des libertés individuelles, etc. Et le fait de dire, on fait une monnaie, et cette monnaie électronique, c'est pas une nouveauté. La monnaie qu'on a aujourd'hui dans notre application bancaire et avec laquelle on paye avec une carte de débit sans contact, elle est électronique, elle est virtuelle. C'est pas ça la révolution de Bitcoin et c'est pas ça la révolution annoncée ou programmée d'une monnaie numérique de banque centrale. La monnaie électronique, c'est 90-95, donc 90-95% de la monnaie en circulation. On sait qu'elle est virtuelle, on sait que ce ne sont que des lignes d'écriture dans un grand registre informatique. Donc ça n'a pas changé. Oui, attends, pardon, revenons là-dessus, pardon Yves, c'est important, les gens confondent. Les gens me disent, effectivement, comme à toi, je leur dis la monnaie numérique va arriver, et les gens me disent, mais la monnaie est déjà numérique, elle est sur mon ordinateur. Voilà. Qu'on explique bien, elle est sur leur ordinateur, oui, vous avez raison, elle est sur votre ordinateur, oui, mais elle passe par 15 intermédiaires. Si moi, Yves, je veux t'envoyer 50 €, il va y avoir en gros entre 10 et 15 intermédiaires, ta banque, ma banque, des chambres de compensation, etc., etc. Et donc, quand on dit une monnaie numérique de banque centrale, il n'y aurait plus du tout d'intermédiaires. Il y aura sûrement des intermédiaires parce que la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas envie de remplacer Visa. Et puis la Banque Centrale Européenne, à un moment ou à un autre, quand il va y avoir, par exemple, tu m'envoies 50 €, mais moi j'ai un compte en francs suisses, donc c'est changé en francs suisses, ça va quand même être... Ça aussi, ouais. Il y aura quand même quelque chose. L'intermédiaire, on ne va pas complètement l'enlever. C'est pas l'intermédiaire, c'est l'intermédiaire au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ma banque, donc toi et moi, hein, on s'envoie, tu m'envoies 50 €, c'est ta banque qui envoie à ma banque. En gros, ils s'appellent au téléphone, ils disent moi je déduis d'un côté, est-ce que tu peux augmenter de l'autre? Si c'est la même banque, c'est un stagiaire qui fait ça prend 5 minutes. Ok. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que si cette monnaie, c'est plus la banque qui la gère, c'est plus la banque qui la manipule, mais en fait, cette monnaie, elle est télécommandable à distance. Ouais. Par un État. Par un État. Ouais. À partir de ce moment-là, cet État peut dire, par exemple, sur les 50 francs, il y en a 25 que j'ai le droit de dépenser, il y en a 25 que je n'ai le droit de dépenser que pour compenser mon bilan carbone qui a été désastreux parce que j'ai mangé un steak la semaine
dernière. Oui, ou même prends Justin Trudeau. Par exemple. Justin Trudeau, il l'a fait là pendant le confinement, le énième confinement il y a 2 ans. Il y a eu une manifestation de camionneurs, je crois, je sais plus. Exactement, oui, oui. Et il a appelé les banques. Trudeau a dit aux banques, bloquez les comptes des manifestants. Et comme tu dis, les banques ont dit, mais non, attendez, on a des contrats avec eux, on peut pas. Vous avez beau être Premier ministre, on ne peut pas bloquer les comptes des gens. Mais si Trudeau, Premier ministre, avait eu un bouton d'accès à la monnaie numérique des manifestants, bien sûr qu'il aurait désactivé cet argent, en disant, tant que vous ne serez pas rentré chez vous, cet argent, vous ne pouvez plus y toucher et le dépenser. Exactement. Et ce que fait la Chine, parce que eux, quand ils font un test, c'est sur 300 millions de personnes. C'est extraordinaire. On fait un test. Bon, on a fait une province, c'est la taille des États-Unis. Mais en Chine, ils ont fait des tests d'expiration. C'est-à-dire, ils ont dit, vous avez une monnaie avec un moment et vous devez le dépenser pendant ce moment. À la fin de ce moment, cette monnaie, elle disparaît. L'argent, comme le yaourt, a une date limite de péremption. Ok, et le test dit quoi? Qu'est-ce que les gens ont dit? Enfin, en Chine, ils n'ont pas grand-chose à dire, mais... Ben, ils n'ont pas dit grand-chose, hein. En Chine, à un moment, ils ont dit on n'aime pas le fait que quand on sort de chez nous, il y a un code QR et que si on n'a pas le code QR, on peut aller nulle part et on n'a même pas le droit de rentrer chez nous. On peut pas prendre les transports en commun et ça fait des gros signaux d'alarme. Et puis il y a la police qui nous arrête, qui nous met dans un camp pour au cas où on était contagieux. Et puis en France, on a dit mais c'est horrible ce qu'ils sont en train de faire en Chine. Et puis finalement, ils ont fait la même chose. Et s'ils avaient pu, ils auraient été encore plus loin. Donc les gens disent pas grand-chose. Et les gens, c'est moi, hein, je suis coupable aussi. On va pas tous prendre un pistolet et prendre le maquis. Mais l'idée, c'est que les gens vont suivre aussi parce qu'à un moment, on a l'anniversaire du petit-neveu, on a un problème au boulot, il faut changer la voiture parce que y a le disjoncteur qui marche plus. Donc, on a tous qu'à un moment, on nous dit on va vous faire la monnaie hélicoptère, tout le monde va avoir 1000 francs de plus sur son compte en banque et puis vous allez voir, ça va être mieux parce qu'on va être contre le terrorisme, on va être contre la pédopornographie, on va être contre la crise, contre les virus. On va être contre les virus, on va être contre l'extrême droite, on va être contre les méchants. Ça, c'est très politique. On va vous protéger. Oui. On vous protège. Si vous êtes contre et que vous dites mais moi ce que j'aimerais c'est juste avoir un peu d'or sous mon matelas, non seulement vous êtes l'oncle Picsou et vous êtes l'ennemi de la société, mais en plus vous êtes un terroriste domestique. Parce que vous êtes pour la pédopornographie, vous êtes pour le terrorisme, vous êtes pour la montée de l'extrême droite. Ça va pas. Donc mais ça c'est les gens, c'est normal. Non, alors ça c'est très politique. Donc là le terrain que tu abordes est extrêlement politique. Moi j'adorerais, on pourrait faire 3 heures de podcast là-dessus. Bitcoin c'est éminemment politique puisqu'on reprend. L'individu lambda peut reprendre à coup de centimes la main sur quelque chose qui sert à financer la guerre. D'ailleurs, il y a un juste milieu, parce que c'est un projet libertarien, tout le monde le sait, le Bitcoin, les crypto-monnaies, disons les cypherpunks. Libertariens, c'est-à-dire moins d'État. C'est-à-dire nous, les citoyens, sommes assez grands pour se gérer nous-mêmes. Je schématise évidemment. Et donc, il faudrait trouver un juste milieu entre nos États à nous qui deviennent de plus en plus dans le contrôle, pour notre propre liberté, comme tu dis, donc pour notre propre sécurité, on nous empêche plein de choses, et quelque chose d'extrême qui serait les libertariens américains. Donc, on pourrait dire Bitcoin permettrait, il faudrait qu'il y ait un système démocratique quand même autour qui fonctionne autour de Bitcoin. Donc, soit qu'il soit pas contrôlé, mais supervisé par les citoyens aussi. Parce que ça, on a souvent la remarque des gens qui nous disent « mais avec ton Bitcoin, avec tes cryptos, c'est la fin des États, c'est la fin des impôts, et les impôts servent à financer les hôpitaux et les écoles. » Et là, alors, on est pris un peu entre deux feux. Dans un premier temps, si on regarde la dette, les impôts, les hôpitaux et les écoles, on sait que c'est pas le cas. Quand, avant le Covid, il y avait les infirmières qui disaient on a besoin d'avoir une augmentation de notre salaire parce qu'on est en train de mourir, et que je sais plus qui était le président, c'était peut-être Macron à l'époque, il disait vous savez l'argent magique n'existe pas. Et puis d'un seul coup c'était le Covid, et puis c'était quoi qu'il en coûte, et l'argent magique a commencé à exister. Bon. Ça a été débattu. Le problème, c'est la loi de Brandolini, ça met 10 fois ou 1000 fois plus de temps à essayer de démonter quelque chose qui est faux que d'annoncer un truc faux depuis le début. Donc n'importe qui peut arriver, balancer une contre-vérité, et puis après derrière, c'est très long et très difficile. Les personnes ont envie d'entendre. Et Albert Einstein disait il est plus facile de casser un atome que de casser un préjugé. Exactement. Donc l'idée, c'est que effectivement le principe des cypherpunks n'était pas
disons, c'était lié à un mouvement de pensée libertarien, mais le but n'était pas libertarien. Le but des cypherpunks, c'était de protéger la vie privée. Et le principe des cypherpunks, c'était de dire, un secret, c'est quelque chose qui ne regarde que moi. Mais moi, j'ai pas forcément que des secrets. Il y a des choses qui me regardent, qui ne regardent pas, par exemple, l'État ou mon employeur, mais qui ne sont pas des secrets. Donc moi, à partir du moment, et là on arrive sur les GAFAM, etc., à partir du moment où je vais acheter quelque chose sur Amazon et qu'une seconde après, je commence à recevoir des pubs qui sont en rapport avec ce que j'ai acheté, ou j'en ai parlé sur WhatsApp et je reçois des pubs Amazon parce qu'ils se font des échanges, par exemple, mais qu'en plus de ça, le gouvernement commence à me mettre sur une liste de terroristes domestiques, moi je dis, mais la seule chose que j'ai acheté, c'est un Q-tip. Oui, mais attends, on sait qu'on est tracé. C'est pas un secret, ça. Alors, et c'est pas moins d'État. C'est moins d'intrusion de l'État dans la vie privée. Parlons de l'anonymat sur Bitcoin, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous renvoie à la figure en disant oui, mais l'anonymat permet effectivement aux mafieux de s'en sortir, ce qui est une vérité, mais l'argent aussi, l'argent liquide est anonyme aussi. Mais 99,5 ou 9 ou 8% des crimes sont faits avec des dollars. Oui, non, mais je veux dire, l'anonymat sur Bitcoin, alors nous on dit qu'en fait on n'est pas anonyme sur une blockchain, on est pseudonyme. Ce qui veut dire que quand on fait des recherches... Ok, en bas de chez moi j'ai un kebab. Ils vendent beaucoup de kebabs à plein de gens qui travaillent, qui sont Uber, qui sont chauffeurs Uber. Les chauffeurs Uber, ou non, chauffeurs de taxi, encore mieux. Chauffeurs de taxi, ils reçoivent des pourboires en cash, et ensuite ils vont acheter leur kebab en cash, et ensuite le type du kebab, il garde son cash, et il va s'en mettre un peu dans la poche, et donner un peu d'argent au black, au mec qui fait la vaisselle. Ça existait depuis toujours, bien avant Bitcoin. L'économie, elle fonctionne comme ça, elle a toujours fonctionné comme ça. Le fait de dire que, c'est pas 100% de l'économie, heureusement, mais le fait de dire que le type qui fait son kebab et qui met un peu d'argent de côté au black, c'est un terroriste domestique, ça n'existe pas, c'est complètement faux. Cette personne-là, elle fait marcher l'économie parallèle, mais qui fait marcher l'économie en général. Au bout d'un moment, il déclare quand même ses impôts. Au bout d'un moment, il paye quand même des salaires et la sécurité sociale et tout ça à ses employés. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que c'est un peu la même chose avec le crime. Et on en revient toujours à ça, mais si tu es pour Bitcoin, tu es pour l'anonymat, tu es 100% anarcho-capitaliste, et en fait, toi, ce que tu veux, c'est soutenir les cartels sud-américains. Mais c'est pas du tout le cas. Non, ça c'est une caricature, mais disons soutenir l'anonymat des paiements. Voilà. Donc... Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir acheter des Q-tips sans être sur une liste du gouvernement. Des Q-tips, c'est des cotons-tiges, c'est ça. Ouais, les cotons-tiges, voilà. Je veux pouvoir acheter un steak sans que j'ai ma photo dans le journal sur la liste des gens qui vont faire brûler la planète. Ça ne veut pas dire que je veux ne manger que des steaks, ça ne veut pas dire que je veux faire brûler la planète ou non, ça veut juste dire que ça ne regarde personne, ça regarde moi. Et cette vie privée, aujourd'hui, on est en train de la ronger petit à petit parce que, en fait, il y a du confort qui s'installe. Et le confort, c'est de dire, on a accès à tout, donc on est prêt à tout partager. Puis ça, c'est les GAFAM avec les grandes listes, les conditions d'utilisation que personne ne lit, etc., etc. Mais c'est aussi par rapport à l'État qu'il y avait une époque, on disait, vous faites une carte d'identité, c'est pour prouver votre identité. Vous arrivez, certificat de naissance, machin, vous avez une carte d'identité. Aujourd'hui, on prend les empreintes digitales et on fait un truc biométrique. J'ai rien fait. La présomption d'innocence, elle s'applique aujourd'hui encore. Oui, mais si tu es contre, ça veut dire que tu es pour le crime. Oui, c'est comme le fichage. Donc à partir de... On peut te ficher puisque tu n'as rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, on n'a qu'à te mettre dans une cellule avec un tuyau, avec du gruau qui sort, et puis c'est cool. Comme dans Matrix. Pas besoin de Matrix. travailler, il y a tout qui marche, tu as la nourriture, il y a des écrans partout comme dans Black Mirror, c'est génial. Mais les gens, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, comme il y a 3 générations, ils ont le droit à avoir un minimum de vie privée. Le cash, ça a toujours existé, et depuis bien avant Bitcoin, il a commencé à être petit à petit attaqué par les banques centrales, par les gouvernements. Ça, c'était avant Bitcoin, hein, le fait de dire on a un maximum qu'on peut dépenser en cash. Aujourd'hui, en France, je ne sais plus combien c'est
1000 euros de personne à personne, ou quelque chose comme ça, 10 000 euros de personne à entreprise. Aujourd'hui, si on veut acheter une voiture à 2000 euros de particulier à particulier, on n'a pas le droit de faire ça en cash. C'est illégal. Alors que ça ne regarde personne. Que ça soit black ou pas black, celui qui a reçu de l'argent doit le déclarer, mais c'est pas ma responsabilité. Moi, je travaille comme, je sais pas, n'importe quoi. J'ai beaucoup de cash parce que le type qui a son kebab, je déclare tout. Tout est déclaré. J'ai rien au black. J'ai tout en cash. Et en l'occurrence, j'ai fait 2 fois un chèque sans provision quand j'étais jeune, je suis interdit bancaire. Donc aujourd'hui, j'ai du cash dans une mallette sous mon matelas. Je ne peux pas acheter une voiture. Je dois aller à la banque, faire je sais pas comment ça s'appelle, une lettre de crédit ou un chèque bancaire ou quelque chose, pour avoir le droit de. En l'occurrence, je paye des loyers je paye des salaires à mes employés. Mais d'ailleurs, les employés, j'ai pas le droit de leur donner du cash. Il serait question, c'est pour ça que le crypto-euro là, de Christine Lagarde, la monnaie numérique de Banque Centrale, serait limité à 3000, parce qu'en fait, ils sont en train de comprendre que eux, ce qu'ils voudraient, c'est que le cash disparaisse, donc les billets, les pièces, mais qu'on garde cet espace de liberté, on va dire, de cash limité à 3000 euros, et qu'après, on passerait au virement traditionnel. En fait, ils sont en train de préparer la coexistence de 2 monnaies, la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui, avec plein d'intermédiaires, et la monnaie directement donnée par la Banque centrale sur un wallet. Justement, j'avais une question à ce sujet. Comment la coexistence du Bitcoin et des monnaies de Banque centrale pourrait-elle influencer les politiques monétaires et la souveraineté des monnaies des États? Donc ça relie un peu ce que tu... Ouais. Alors j'ai deux news qui vont peut-être pas te faire plaisir. Le Père Noël n'existe pas et la petite souris non plus. Donc évidemment qu'ils disent des choses, et qu'ils vont les contrôler, comme à un moment ils font un référendum et puis après ils disent mais finalement en fait le référendum on a décidé que Maastricht en fait c'était bien, donc on a décidé qu'on le faisait quand même. Donc le fait de dire ça va être limité à, de la manière dont ça va être limité, est-ce que c'est ton compte qui est maximum 3000 euros? Est-ce que c'est une transaction qui est maximum 3000 euros? Est-ce que c'est 3000 euros par an? Est-ce que c'est 3000 euros par jour? C'est pas clair. Beaucoup de blabla. C'est pas dit encore. C'est fait exprès que ça soit pas clair. Alors moi, je suis plus au courant de ce qui se passe en Suisse qu'en France, mais quand la FINMA décide de dire quelque chose, ils disent un truc et après derrière, c'est comme si on lisait la Bible de l'Ancien Testament en araméen, il faut interpréter. Et l'interprétation, c'est toujours un peu pareil. Quand tu fais ta déclaration d'impôt, eux, ils savent exactement combien ils veulent que tu leur déclares. Mais toi, si tu fais la moindre erreur de bonne foi ou de mauvaise foi, tu leur dis, mais dites-moi combien vous voulez, je vous donne combien vous voulez, il n'y a pas de problème. Et même à la limite, prenez-le à la source. L'idée, c'est pas de dire plus d'État non plus. Il y a des gens qui sont contre l'État complètement, mais c'est quand même une minorité. C'est pas de dire on ne paye plus d'impôts du tout. C'est le fait de dire on ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore, de dire la monnaie devient quelque chose qui est télécommandable à distance par un gouvernement. Parce que, prenons un exemple extrême. Aujourd'hui, l'extrême droite, à chaque élection, il y a tous les gens bien pensants sur toutes les chaînes de télé qui disent il ne faut pas que l'extrême droite prenne le pouvoir. La démocratie, c'est que si l'extrême droite arrive au premier tour, c'est bien pour une raison. Donc on va pas faire un grand débat sur la démocratie, et est-ce que la démocratie c'est une bonne chose ou non? Bon, ça sera pour un prochain podcast beaucoup plus politique, celui-ci il est pas assez. Mais l'idée c'est de dire, il y a des gens qui sont peut-être pas des gens que nous on a envie d'avoir qui nous gouvernent, qui risquent de nous gouverner. La moitié des États-Unis n'avaient pas voté Trump, ce mandat, la moitié des États-Unis n'a pas voté Biden. Ça ne veut pas dire que la démocratie est complètement cassée, ça ne veut pas dire ni que Trump ni que Biden est quelqu'un de bien, ça veut dire je ne peux pas donner à ma femme de ménage ou au mec qui nettoie par terre dans mon bureau la clé du coffre et mon flingue et lui dire maintenant c'est toi qui prends toutes les décisions pour l'entreprise et pour ma maison. C'est pas possible, c'est mon employé. Un gouvernement, c'est l'employé qui a été délégué par mais le peuple. Pardon, je te coupe. Ça c'est la base. On est tous bien d'accord. À partir du moment où il y a des gens, la moitié de l'Europe qui part dans l'extrême droite, que la moitié du monde part dans l'extrême droite, que tout le monde est en train de faire du populisme à tout va, que tout le monde est en train de dire l'autre est un méchant et qu'il y a des guerres dans tous les sens. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, logiquement, ne pas m'inquiéter de dire si j'ai de l'argent sur un compte en banque et que le gouvernement que je n'ai pas élu
démocratiquement, mais moi, j'ai pas voté pour ce gouvernement. Ils décident de. C'est exactement ce qui s'est passé à Chypre. À un moment, à Chypre et en Grèce. Plus accès à ton argent. Tu n'as plus accès. Et ça, c'est l'Europe. Hein. Donc on parle pas d'un pays émergent du tiers-monde à l'autre bout de la planète. Oui. En Europe, à un moment, ils ont dit on va enlever une partie de l'épargne des gens dans leur compte en banque. Oui, mais on sait. Hein. Aujourd'hui, c'est même limité à 100 000 euros. Hein. Les dépôts sont limités. Au-dessus de 100 000 euros, l'État peut tout prendre. Hein. Déjà, c'est pas garanti, tout ci, tout ça. Mais on part du principe que quand ça s'est passé à Chypre, c'était quand même exceptionnel. Si ça devient une nouvelle loi, que un jour le président dit je fais un 49.3, donc je fais une décision unilatérale, c'est moi qui décide et j'enlève d'un seul coup 10% de tout ce qu'il y a sur votre compte en banque, qu'est-ce qu'il a enlevé? On en revient à la monnaie. Il a enlevé une partie de votre travail. Vous avez travaillé dans le vide. Donc c'est pour ça, Yves, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, et que toi aussi tu travailles beaucoup à éduquer les gens, à leur dire intéressez-vous à la technologie, parce que vous devez savoir ce qui se passe dans votre dos, ce qui est en train de se tramer dans votre dos. Tant que les États sont respectueux de la démocratie, tout ira bien, mais du jour au lendemain, tout peut basculer. On le sait, l'histoire nous l'a montré 1000 fois. Et ça c'est quand ça marche technologiquement. Parce que des États qui ont fait des boulettes et qui se sont fait hacker des clouds, des informations, etc. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous êtes familier avec Equifax, j'imagine que vos auditeurs ne le sont pas, donc on va faire un petit rappel. Aux États-Unis, il y a une entreprise mandatée par le gouvernement, il y en a 2, 3, elles se font concurrence, mais c'est des entreprises privées qui sont mandatées et qui sont mandatées par les banques et qui sont mandatées par tout le monde pour gérer comment on appelle ça, la qualité du crédit de quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous allez à la banque ou que vous voulez acheter chez Darty une machine à laver en 4 fois sans frais, on va regarder si vous êtes interdit bancaire, on va regarder si vous êtes en train d'être poursuivi pour faillite, etc. Donc, il y a un fichier de la santé du crédit des gens. Equifax s'est fait hacker les données à coût de centaines de millions d'utilisateurs. Et c'est des données qui sont le numéro de sécurité sociale qu'on ne peut pas changer, très sensible. La date de naissance qu'on ne peut pas changer, le lieu de naissance qu'on ne peut pas changer. Donc, la seule manière de se protéger contre des gens qui pouvaient récupérer ces données, prendre un compte bancaire, prendre une carte de crédit, dépenser de l'argent en utilisant ton identité, et ensuite c'était toi qui allais en prison, la seule manière de bloquer ça, c'était de bloquer entièrement ton crédit. C'est-à-dire plus aucun découvert, plus aucune carte de crédit, plus aucune carte, plus aucun compte, plus d'hypothèque, plus rien. Et c'était la seule manière que celui qui avait rien demandé, hein, monsieur, madame lambda, avait comme possibilité de se protéger contre l'abus d'une fuite de données qui a été faite à son insu par une entreprise qui savait pas la gérer. Imagine que ça se passe avec une entreprise qui est censée gérer la monnaie numérique de banque centrale et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre un zéro pour lui ou de rajouter un zéro à la masse monétaire. Donc ça, c'est si la technologie, elle fonctionne, qu'on s'inquiète. Si la technologie, elle fonctionne pas, et la technologie, elle fonctionnera pas, là récemment, Madame Lagarde, ils ont fait un petit sondage pour dire est-ce que vous voulez nous aider à choisir la couleur et les motifs sur les nouveaux billets de banque d'euros? Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Non, pas vu. Donc, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Elle a fait un petit film. C'était super. Elle a dit, voilà, c'est votre monnaie. Il faut que vous nous aidiez à choisir la couleur. Ça nous donne un peu le baromètre de comment ils nous voient et comment les gens se voient. Hein. Bon, choisir la couleur de l'euro alors qu'il y a une inflation à 12 000%, c'est un peu problématique. Bon. Donc, tu cliques dessus et tu arrives sur un formulaire. Eh oui, tu mets Sauf que tu arrives pas sur un formulaire parce que le formulaire, il était cassé. Ah, d'accord. Donc, s'ils sont pas capables de faire un formulaire, un formulaire, hein, c'est vraiment c'est le stagiaire web designer, il est capable de le faire. Il y a des entreprises françaises ou européennes qui vont te fournir un formulaire en te disant, on bosse pour la Banque Centrale Européenne, c'est cadeau. Tu sais bien que c'était que de la communication. À mon avis, le formulaire, il a été saboté. Non, peut-être, mais après derrière, ils ont dit désolé, on va vous remettre le formulaire en ligne dès que possible. On est au courant, pas besoin de nous envoyer les messages. En tout cas,
pardon, je te coupe, ça prouve l'infantilisation dans laquelle il nous place. C'est extraordinaire. Et il nous prend pour des enfants. Donc prenez des crayons de couleur et amusez-vous avec les billets de banque. Alors qu'en fait, comme tu dis, il y a de l'inflation galopante et on perd de la valeur. Enfin bon, Yves, je suis avec ce podcast. Je vous avais prévenu. Oui, mais on va noter d'en faire un deuxième parce que là, moi, j'avais une série de questions, j'en ai posé 2. Bah oui. La première. Donc j'avais plein de sujets, mais du coup on va en faire un. Oui, on est à plus d'une heure. On sait que c'est déjà beaucoup d'écoute pour ceux qui nous écoutent. Oui, parce que nos data nous montrent que les gens écoutent nos podcasts en moyenne en 3 fois. Donc ils partent, ils reviennent. Heureusement, ils reviennent pour écouter la fin des podcasts. Mais si on le fait trop long, mais si on le fait trop long, on va les perdre. Donc l'idée, c'est évidemment que je puisse poser toutes mes autres questions sur un autre podcast avec toi dans quelques mois. Mais avec plaisir. Donc voilà, c'était très chouette. Et ce qui est chouette, c'est que je te l'avais dit lors de notre call préparatoire, c'est que tu fais des liens avec bien plus que la monnaie. Donc ça élargit la vision de ceux qui n'ont pas encore tout à fait compris les enjeux. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, alors j'ai écouté un podcast de Mathieu Stéphanie qui rappelait l'importance, donc génération do it yourself pour ceux qui ne savent pas, qui rappelait l'importance des abonnements et des commentaires et des étoiles pour monter dans les algorithmes. Et c'est vrai qu'au début on vous demandait de vous abonner et puis on a trouvé qu'on était un peu redondant à demander ça à chaque fois. Eh bien non, on va le redemander chaque fois. Donc, si vous voulez nous soutenir, c'est la meilleure façon de nous soutenir. C'est vraiment d'aller vous abonner sur Apple Podcast, de mettre des étoiles et de mettre un petit commentaire, si possible, positif. Ça serait super. Et pour ceux qui veulent recevoir l'épisode par mail toutes les semaines et quelques infos complémentaires, eh bien, il y a notre newsletter sur notre site. N'hésitez pas. Donc, sur la description du podcast, je mettrai évidemment tous les liens pour retrouver Yves. Il a un site internet, un profil LinkedIn, un Twitter, on mettra tout ça. Et très actif sur Twitter. Sur Twitter de toute façon, parce que c'est là où je suis le plus bavard. Voilà, oui, gazouillis. Donc, je vais mettre le lien vers ça. Et ceux qui veulent me prendre contact, n'hésitez pas. Il a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, retenez que j'ai posé 2 questions. Voilà, désolé. Non, mais alors pour en revenir au fait de faire des connexions, oui, effectivement, moi je fais des connexions, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est pas moi qui les invente, ces connexions. Elles existent. Bien sûr. L'ignorance ou disons le manque d'éducation vient quand on vous dit non, mais comme quand on est gamin. Ouais, mais ça c'est pas pour toi, tu peux pas comprendre. À partir du moment où il y a quelqu'un qui dit tu peux pas comprendre, c'est là où il faut commencer à creuser et se dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va me permettre de peut-être mieux comprendre autre chose aussi. Ok, merci beaucoup Yves en tout cas pour... passionnant, très intéressant. Merci beaucoup Yves, tu seras donc en ligne dans quelques semaines, on te tag évidemment sur les réseaux, donc c'est chouette si tu peux partager. Et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux, ça nous fera de l'organique. Merci beaucoup. Et puis il faut critiquer aussi, parce que comme ça après ça fait de la polémique. Et après derrière les algorithmes ils disent c'est un truc polémique, donc du coup ils poussent vers le haut. Donc si vous aimez un podcast, il faut le critiquer à mort. C'est comme ça que ça marche. Merci. Voilà.